Bonjour à tous pour cette nouvelle édition du Cosmo Club de Cosmocène qui traditionnellement réunit plusieurs intervenants autour d'un même sujet. Aujourd'hui, je vous propose de parler des élections européennes. Nous allons parler en particulier de la question des modalités d'élection des députés européens. Alors, c'est un sujet technique, diront certains, mais c'est un sujet qui est très loin d'être anodin et qui préoccupe depuis longtemps. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir Christine Verger, qui est vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, qui est ancienne membre du cabinet de celui qui fut un des grands présidents de la Commission européenne et dont le souvenir reste encore très très vif. Christine a eu une carrière extrêmement longue, a été à la fois à la Commission et au Parlement où elle a occupé différents postes et où elle a été aussi d'ailleurs chef de cabinet de Joseph Borrell quand il était président du Parlement européen. Donc, le Parlement est sa maison qu'elle connaît très très bien. Pierre Jouvenat, ancien fonctionnaire international à l'OMC, est un membre actif de l'Union des fédéralistes européens France et un observateur très assidu de l'actualité européenne, notamment institutionnelle. Quant à Olivier Costa, il est directeur de recherche au CNRS à Sciences Po Bordeaux et directeur des études politiques au Collège d'Europe à Bruges, et c'est un des meilleurs spécialistes du Parlement européen. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour parler donc des élections du Parlement européen. En français, on dit aussi simplement les élections européennes, qui sont en fait des élections multinationales qui ont lieu dans les États membres tous les 5 ans pour élire une délégation de députés qui ont des mandats donc quinquennaux. Alors elles se tiennent ces élections depuis 1979, puisque avant cette date, c'était en fait des députés nationaux qui étaient choisis par les parlements nationaux et qui allaient siéger au Parlement européen, ce qui d'ailleurs en passant était une mesure qui se voulait temporaire et qui était devenue provisoire, qui se voulait provisoire et qui était devenue temporaire, pardon. Le mode de scrutin depuis 1999 est un mode de scrutin proportionnel et une fois élus, ces députés vont aller siéger dans des groupes politiques comme dans tous les parlements du monde. Les deux groupes principaux jusqu'à présent, mais les choses évoluent d'ailleurs. C'est un grand groupe de chrétiens démocrates qu'on appelle le Parti populaire, enfin le groupe du PPE, Parti populaire européen, et les sociodémocrates sont réunis dans un grand groupe, mais il y a d'autres groupes, mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Le nombre de députés est fixé aussi par le traité de Lisbonne, le dernier en vigueur, à 751 députés. Mais en fait, il y en a aujourd'hui 705, puisque bien sûr, ce n'était pas prévu. Il y a eu le Brexit. Quant au nombre de députés par État, la proportion nationale est décidée elle aussi par le même traité. On parle de proportionnalité dégressive. Et pour faire simple, plus un État est peuplé, plus il a des députés, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de députés allemands qu'il y en a de Maltais. Mais, et c'est aussi une chose qui peut être considérée comme un problème par beaucoup, il faut aussi beaucoup plus de citoyens allemands pour élire un eurodéputé allemand que de citoyens maltais. Donc on l'aura compris, et c'est un sujet intéressant à cet égard, il y a des règles communes, mais les élections européennes restent encore une affaire assez largement nationale. Ce qui veut dire que selon les États, il faut des âges différents pour élire un député, il y a des modes de scrutin différents, il y a des bulletins différents, où figurent des logos différents. Ça se fait dans le cadre de débats différents, qui bien souvent d'ailleurs restent nationaux. C'est d'ailleurs peut-être ce pourquoi les citoyens des États membres s'identifient assez mal avec ce Parlement européen, qui est pourtant européen, et que le Parlement a souvent fait dire de lui qu'il était éloigné des préoccupations et de l'intérêt de ses citoyens, qui parfois n'ont guère d'idée de ce qu'il fait et de ce qui s'y passe. Et ceci s'est traduit par des taux de participation aux élections européennes qui, historiquement, en fait, ont été en décroissance constante depuis 1979. On partait de 62% et on a été à 43% en 2014. Et puis en 2019, heureuse surprise, tout à coup, on a pris plus de 7 points avec 50,6% de taux de participation à des élections européennes dans un contexte européen et géopolitique très tendu. Ça a été une heureuse surprise et d'ailleurs, je rappelle d'ailleurs que ce taux de participation est supérieur à celui de certaines élections législatives nationales, dont la française. Donc, est-ce qu'il y aurait là le début d'une tendance inversée à mesure que l'Europe s'impose dans les faits comme dans les esprits, ce que révèlent régulièrement de nombreux eurobaromètres? Dès lors, je pose la question à mes invités d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut donc toujours changer le mode d'élection des députés? Si oui, dans quel but? Est-ce que ça doit être une priorité de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se tient cette année et qui nous invite en fait à remettre les mains dans la boîte à outils institutionnelle? Et est-ce que ce sera suffisant pour essayer de rabibocher ou de rapprocher ces citoyens européens avec leur Parlement et que s'impose le sujet dans les débats nationaux qui, comme je le disais auparavant, reste assez peu perméable à l'UE? Voilà le débat. Et sur cette question, je vais passer la parole en premier lieu à Christine Verger. Merci beaucoup pour cette introduction qui montre d'ailleurs que ce n'est pas du tout un sujet technique,
mais un sujet éminemment politique et institutionnel qui pose d'ailleurs aussi de façon globale, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui, la question de la démocratie représentative en général. Mais ça, c'est pour un autre séminaire de Cosmocène. Alors, le sujet, comment élire les députés européens, c'est un sujet qui, jusqu'à présent, principalement relève de l'organisation constitutionnelle de chaque État membre. Et on peut se poser la question très générale, pourrait-on imaginer un système d'élection commun, après tout, à tous, aussi bien du point de vue de la procédure que du point de vue de la conception que l'on se fait du rôle des députés européens? Ça ne me semble pas être la question prioritaire aujourd'hui. Par contre, à mon avis, la bonne question à se poser aujourd'hui, et vous la posez, c'est plutôt la suivante, parmi d'autres. Peut-on imaginer un système meilleur que le système actuel pour faire en sorte que la dimension, je dirais, européenne des élections européennes, et notamment la campagne, mais aussi, après tout, le choix du profil des candidats, soit mieux pris en compte? C'est ça, à mon avis, la question essentielle. D'où l'idée, parmi d'autres, qui est une idée à la fois utopique, mais néanmoins réalisable, pourquoi des listes transnationales. Transnationales, on en parle depuis les années 90. Ça a été évidemment renforcé au moment des élections européennes de 2019 suite au départ des députés britanniques qui ont laissé quelques places pour d'éventuels nouveaux types de députés. Alors, j'en rappelle pour nos auditeurs le principe. Chaque électeur aurait 2 votes au lieu d'un actuellement. Son vote habituel, tel que nous le connaissons tous au moment des élections européennes tous les 5 ans, qui se situe dans un contexte national, mais d'autre part, un autre vote, une autre voix pour une liste pan-européenne qui serait composée de candidats ne relevant pas des partis politiques nationaux, qui seraient désignés par les familles politiques européennes, les mêmes dans chaque pays et n'appartenant pas nécessairement à la nationalité du pays où l'on vote. Alors ça, c'est le principe. Quel est le but, en tout cas de ceux qui défendent cette idée? Le but, je simplifie évidemment, c'est d'assurer, en tout cas de tenter d'assurer une tonalité plus européenne, plus soutenue à la campagne des élections européennes qui, nous le savons tous, est essentiellement menée sur des enjeux nationaux, même si vous l'avez dit, depuis 2019, je pense que l'une des raisons de la hausse de la participation est liée, entre autres sujets, à la montée en puissance de la question environnementale, qui est une question qui préoccupe notamment les jeunes, dont beaucoup considèrent qu'elle ne peut être traitée au niveau pertinent qu'au niveau européen. L'idée, c'est donc de favoriser une sorte de système politique européen, ce que d'aucuns appellent un démos européen. Alors, évidemment, au-delà du principe qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, j'y reviendrai, il y a énormément de questions spécifiques qui se poseraient pour la mise en œuvre de cette idée. Et beaucoup de questions devraient être précisées si l'on voulait vraiment aller jusqu'au bout de cette idée. Par exemple, le nombre de députés concernés, comment éviter la surreprésentation des grands pays, etc., etc. Si ces questions étaient traitées dans le moindre détail, je pense que ce serait faisable. Mais pourquoi est-ce que ce sera très difficile, à mon avis, en tout cas d'ici les prochaines élections européennes de 2024, pour 2 raisons principales. D'une part, un obstacle fondamentalement juridique, puisque pour réviser la loi électorale uniforme, il faut l'unanimité des États, ce qui en soi rend assez délicate la possibilité que le Conseil approuve cette idée à l'unanimité des listes transnationales. Et deuxièmement, les raisons politiques, elles sont multiples. Vous avez d'une part ceux qui considèrent que, après tout, c'est tout à fait normal que les députés européens reflètent les diversités nationales, qu'il n'y a aucune raison que les députés européens élus dans un cadre national incarnent une sorte de dimension dite supranationale. Ça, c'est la position, je dirais, des nationalistes souverainistes, hein, qui trouvent que le système actuel est très bien comme il est. Ils le contestent même en tant que système, mais ça, c'est une autre affaire. Donc ça, c'est la première opposition politique. Vous avez une autre opposition
qui traverse le camp des pro-européens, et j'en ai connu de multiples exemples au Parlement européen ces dernières années, que ce soit d'ailleurs parmi les socialistes ou parmi les PPE ou dans d'autres groupes politiques. Vous avez ceux qui, contrairement à l'objectif affiché des listes transnationales, qui est précisément de renforcer la dimension européenne de ces élections, qui considèrent qu'en réalité, ces députés élus de cette manière seraient des députés complètement hors sol, déconnectés des réalités nationales, régionales et locales. Ce qui est une question discutable, parce que quand on connaît bien le Parlement européen de l'intérieur, on peut se poser la question, comme vous l'avez dit en introduction, de savoir si, quel que soit le mode d'élection du député, il ou elle est déconnecté ou pas. Moi, j'ai connu de multiples cas où les députés européens, même élus dans le cadre actuel, sont pas du tout déconnectés des réalités, car très proches, selon leur profil, leur histoire personnelle, etc., de réalités locales et régionales. On en connaît d'autres qui sont en effet plus déconnectés, mais je trouve que l'argument selon lequel des députés élus sur des listes transnationales seraient déconnectés des réalités tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à la nationalité et qu'ils ne sont pas issus d'un territoire, pour moi, c'est un argument qui ne tient pas la route, car il ne serait pas propre aux députés élus sur des listes transnationales, puisque cette problématique, elle existe déjà aujourd'hui et elle est très variable selon la personnalité et les modalités d'élection dans un État membre donné des députés européens. Et puis, enfin, vous avez beaucoup qui font le lien, comme vous l'avez dit au début, entre l'instauration des listes transnationales et les fameux Spitzenkandidaten. Beaucoup estiment que s'il y avait des listes transnationales, même pour un nombre relativement limité de députés européens, les chefs de file de ces listes transnationales devraient pouvoir prétendre à être candidats à la présidence de la Commission. C'est une thèse que l'on peut défendre, qui, à mon avis, n'est pas très réaliste, d'autant plus que, comme je le rappelais avant, adopter le principe des listes transnationales suppose l'unanimité au Conseil et donc un acte juridique, alors que la question des Spitzenkandidaten, qui est d'ailleurs beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air, est essentiellement une question de nature politique. Donc, je conclurai simplement par deux remarques, et la discussion sera ouverte après. D'une part, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les listes transnationales, finalement, ce sont des conceptions différentes de la dimension démocratique du projet européen qui s'affrontent, auquel s'ajoute la question permanente de la double légitimité. Et d'autre part, mon expérience à moi au Parlement européen m'enseigne qu'il faut distinguer d'une part les campagnes pour les élections européennes, qui est un vrai sujet de débat, de la pratique elle-même de la vie parlementaire européenne. Et la pratique de la vie parlementaire européenne me démontre, en tout cas c'est ce que j'ai pu expérimenter ces dernières années, qu'il y a plus de positifs que de négatifs d'un point de vue européen que ce que l'on dit très souvent, et notamment en raison de l'organisation interne au Parlement européen par famille politique et non par délégation nationale. Une fois que les députés sont élus au Parlement européen, et beaucoup le découvrent d'ailleurs, notamment les Français, qui sont souvent peu préparés à l'exercice de cette fonction pour un certain nombre de raisons, beaucoup découvrent cette organisation par famille politique européenne qui les contraint finalement très vite, et la contrainte est positive, à travailler dans un esprit européen et non pas dans un esprit strictement national. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, on aurait du mal à former des majorités au Parlement européen, majorités qui, comme vous le savez, doivent être importantes, des majorités dites qualifiées, pour que le Parlement européen puisse exercer son pouvoir, notamment de codécision. Donc, je pense, pour terminer, qu'il faut partir d'un constat selon lequel on peut améliorer certainement la situation, tout en restant réaliste, mais ne pas considérer que la situation actuelle est la situation aussi épouvantable que certains voudraient bien le dire. Merci. Merci beaucoup pour ce point sur les listes transnationales. Donc voilà une possibilité qui a d'ailleurs été retoquée au Parlement récemment. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit auparavant sur le fait que
ces députés seraient peut-être plus loin encore que les citoyens. Les députés européens actuels représentent de toute façon les citoyens européens. Et vous pouvez en plus, je pourrais être député européen élu en Italie tout en étant français. Une chose parfois qui est oubliée par certaines personnes. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'on n'est pas nécessairement, on ne doit pas être un national pour mieux représenter les députés de la circonscription où on se trouve. Pierre Jouvenat. Oui, merci. Pour bien comprendre le sens de la proposition dont je vais parler, il est bon de savoir que je suis d'origine suisse, naturalisé français, et j'ai voté aux européennes pour la première fois en 2009. Et c'était un choc pour moi parce que si je me place dans la situation suisse, il n'y a absolument aucune confusion par rapport aux enjeux. On distingue parfaitement les enjeux communaux, cantonaux et fédéraux, tout simplement parce que c'est toujours le même parti politique, quel que soit le niveau sur lequel on doit se prononcer, c'est le même parti politique qui présente un programme. Et c'est le cas en Allemagne également. On a en Allemagne des partis transländer. Donc, je pense qu'il faudrait que nous ayons également au sein de l'Union européenne des partis transnationaux. J'ai une anecdote. En 2014, je suis allé à une réunion électorale de l'UMP à l'époque, n'est-ce pas? Et là, les tracts indiquaient que la première raison de voter pour la liste UMP aux européennes, c'était pour dire non à la politique de François Hollande qui ruine les Français. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de militer pour une réforme de la loi électorale. Et j'ai tout de suite compris, ayant participé à plusieurs réunions électorales, j'ai tout de suite compris qu'il manquait un système partisan transnational qui pourrait porter le débat au niveau, pour dépasser le débat du niveau national pour le porter au niveau européen. Et donc, pour moi, c'est essentiellement la problématique des élections européennes, c'est essentiellement pour moi une question d'organisation du parti politique. Alors, il est absolument impossible, dans l'état actuel des choses, d'avoir au sein de l'Union européenne des partis transnationaux tels qu'on connaît les partis transländer en Allemagne ou transcantonaux en Suisse, du fait d'une très grande diversité des systèmes partisans nationaux qui sont très, très disparates. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour moi, on doit faire deux choses. Pour favoriser cette émergence de partis transnationaux, il faut commencer par développer davantage de synergie entre les partis existants, partis nationaux et partis européens existants. Et deuxièmement, donner beaucoup plus de visibilité aux partis politiques européens. Alors, les listes transnationales, effectivement, permettraient de donner une certaine visibilité aux partis européens, puisque ces listes transnationales seraient présentées par des partis politiques européens. Ce que je crains néanmoins, c'est que les partis nationaux ne jouent pas le jeu. Chacun présente sa liste. Donc, les partis européens présentent une liste, les partis nationaux une autre liste, et ceci dit pour la grande majorité des sièges. Il y a de fortes chances que les partis nationaux, dans leur campagne, laissent entendre que seule leur liste va réellement compter au Parlement européen. Donc, j'ai été séduit par une autre proposition qui a été formulée en 2014. Oui, en 2014, lors d'une audition au Parlement européen par un mathématicien allemand
qu'il a intitulée alors la double proportionnalité. Elle est en train de changer de nom, cette proposition. Il semblerait qu'on va l'appeler maintenant un tandem electoral system. Et Joe Leinen, qui est un ancien député européen qui a été rapporteur, co-rapporteur lors de la récente révision de la loi électorale, se rallie à cette proposition maintenant. En quoi consiste-t-elle? Les États membres conservent leurs prérogatives en matière de circonscription. Ils peuvent définir les circonscriptions comme ils l'entendent, comme c'est le cas actuellement. Ils conservent leurs quotas. Et puis, les partis politiques nationaux présentent leur liste de candidats. Donc, il n'y a pas vraiment de changement au niveau national. Ce qui est nouveau avec cette proposition, c'est que mais c'est post-électoral, il faut bien comprendre cela. Les votes attribués à un parti national, à tous les partis nationaux de la même famille politique dans les différents pays d'États membres, sont agrégés au niveau européen pour être formellement attribués aux partis politiques européens. De ce fait, les députés sont identifiés à un parti politique européen. Bien sûr, ils ne perdent pas leur attache avec les partis nationaux, mais ils sont quand même formellement identifiés à des partis européens. Et alors, il y a de nombreux avantages, on n'a pas le temps de les énumérer tous ici. Je dirais surtout que si chacun joue le jeu, si les partis nationaux, si les médias font bien comprendre, expliquent ce mécanisme, que les voix les voix de chaque citoyen sont en fait attribuées à des partis politiques européens, ça devrait clarifier les enjeux, ça devrait permettre de clarifier les enjeux. Deuxièmement, il y a là une européanisation de l'élection qui se fait pour tous les sièges, et pas seulement pour les 73 ou je ne sais pas combien, 50 ou 25, comme ça a été proposé pour les listes transnationales. Et puis, ce qui est important de mon point de vue aussi, c'est que les voix étant attribuées aux partis politiques européens, le manifeste européen adopté en congrès par chaque parti politique européen devient plus visible. Et puis, bien, les campagnes électorales étant dans la pratique tout de même implémentées par les partis nationaux, ça crée un véritable partenariat lors de ces élections européennes entre partis nationaux et partis européens. Et ça va dans le sens des synergies qu'il faut, entre ces partis qu'il faut encourager. Donc, voilà, on pourra, dans la discussion, revenir sur certains détails. Merci Pierre, merci aussi pour ce témoignage. C'est très intéressant d'entendre quelqu'un qui vient d'un État fédéral et qui, à l'occasion de sa première participation à une élection européenne, s'étonne de ne pas mettre dans l'urne un bulletin sur lequel figure en fait le nom de quelqu'un qui appartient à un parti qui est le même au niveau local et au niveau donc fédéral. Donc simplement pour que ce soit bien compris par tout le monde, c'est ce qui se passe actuellement si on est français et qu'on participe à des élections européennes, on va voter pour par exemple l'UMP, mais on ne sait pas où on va voter pour le Parti socialiste, mais on ne sait pas que ce Parti socialiste appartiendra au même groupe que le Partito Democratico italien. Les États pourraient mettre sur les bulletins d'ailleurs
un logo supplémentaire pour indiquer leur appartenance à un parti donc transnational, mais ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Bien, je me suis simplement permis d'ajouter cela pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Merci Pierre. Je cède la parole à Olivier. Merci beaucoup, Tremer, des interventions très, très intéressantes de Christine et de Pierre. Moi, je voudrais reprendre peut-être un peu plus de champ par rapport à ces propositions de réforme qui sont encore sur la table. Car Tremer, vous l'avez dit, en novembre 2020, le Parlement européen a voté une résolution disant que finalement, il ne voulait pas des listes transnationales. Mais ça y est, la machine est relancée. Le Parlement européen est de nouveau en train d'élaborer 2 rapports, dont un rapport qui va être discuté très prochainement et qui reparle de listes transnationales, qui reparle des Spitzenkandidaten et qui repropose toute une liste de petites réformes qui, prises globalement, pourraient donner un caractère plus européen à ces élections. Donc en fait, cette réforme du mode de scrutin européen, c'est un peu le rocher décisif du Parlement européen. Ça fait depuis 1961 que le Parlement européen travaille à son élection directe, puisqu'à l'origine, il n'était pas élu directement, mais il y avait simplement la possibilité d'aller vers cet horizon, que ça a été fait à partir de 1979, mais que depuis 1979, au Parlement européen, on s'inquiète du caractère insuffisamment européen, ça a été bien dit par Christine et Pierre, de ces élections et essaye d'obtenir des aménagements. Il y a eu une seule réforme qui a pour l'instant abouti, c'était en 2002, mais sinon, à chaque fois que le Parlement européen a proposé quelque chose, la réforme ne s'est pas faite en raison de divisions internes ou en raison de l'opposition des États membres, puisque, comme l'a dit Christine Berger, il faut l'unanimité parmi les 27 aujourd'hui pour qu'une réforme aboutisse. Donc, on avait une réforme qui devait aboutir en 2018, qui était très modeste, mais même celle-là est toujours bloquée au stade de la ratification du côté des États membres. C'est ça la difficulté finalement, c'est qu'il est très facile de concevoir des dispositifs institutionnels ingénieux et on ne manque pas d'idées. Quand on en discute au Parlement européen, généralement les gens sont relativement prêts à faire des efforts, mais ensuite quand on s'affronte à la procédure d'adoption de ce texte par le Conseil et de ratification à l'échelle nationale, les résistances se font jour. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'il y a des vrais éléments de fond dans les systèmes politiques nationaux qui fait que beaucoup d'acteurs n'ont pas envie qu'on réforme ces élections européennes et n'ont pas envie qu'on ait des élections réellement européennes. J'en citerai quelques-uns. On a tout d'abord des systèmes politiques nationaux qui aujourd'hui sont gouvernés par des partis politiques nationaux, essentiellement nationaux, qui n'ont pas envie qu'on souligne davantage l'importance des questions européennes. Alors, ils appartiennent tous à des grandes familles de partis politiques européens, mais bon, c'est les partis nationaux qui comptent et pas les partis politiques européens. Et peu de partis politiques nationaux sont prêts à dire ce qui se passe à Bruxelles est réellement important et ce que nous faisons tous les jours dans nos capitales respectives, c'est parfois un petit peu de la mise en scène et du vent. Il n'y a qu'à voir le niveau des polémiques politiques qu'on a dans les différents États membres tous les jours. Souvent, ça ne vole pas très haut. Du côté des parlements nationaux, on n'est pas non plus très prêt à admettre que des choses peut-être plus importantes qu'au niveau national sont en train de se passer au niveau européen. Il en va de même des leaders politiques nationaux, les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Ce n'est pas facile pour ces gens-là de reconnaître que des décisions fondamentales se prennent à Bruxelles. Ils aiment bien vivre dans l'illusion qu'ils contrôlent encore tous les rouages de cela. Du côté des médias, on n'a pas beaucoup d'aide non plus. On a des médias dans toute l'Europe qui sont structurés sur une base nationale, qui ont une conception nationale de l'information. On a des rédactions qui sont structurées très fortement autour des enjeux nationaux, et je dirais même qu'il y a des enjeux stratégiques ou économiques derrière qui sont d'ordre national. Si on regarde ce qui se passe en France, tous les médias aujourd'hui sont soit publics, soit détenus par des capitaux privés, des grands capitaines d'industrie, qui s'achètent un journal, qui s'achètent une télévision ou une radio, parce que c'est très important pour leurs activités économiques, dans un rapport aux responsables politiques nationaux. Et ces gens-là n'ont aucune envie de dire que non, il se passe aussi des choses à l'échelle européenne. Et enfin, l'Union européenne en tant que telle n'est pas une fédération. Les citoyens restent très fortement ancrés dans des espaces politiques nationaux, lisent des médias nationaux, écoutent des médias nationaux, et donc voilà, ne sont pas non plus très incités à porter le regard vers Bruxelles. Donc c'est un problème qui est difficile et qui n'admettra jamais aucune solution simple. Ce qui est intéressant, c'est que le Parlement européen en est pleinement conscient.
J'ai jeté un œil sur le rapport qui est en cours d'élaboration. C'est le rapport d'un député qui s'appelle Dominique Ruiz de Veza. Et son objectif prioritaire, la première chose qui est dit dans ce rapport, et c'est très intéressant, c'est dire qu'il faut créer une sphère publique européenne. Donc, on n'est pas à réfléchir à des mécanismes institutionnels qui sont très importants, mais il faut d'abord penser à la possibilité de créer une sphère publique européenne, que tout ça ait du sens pour les citoyens et que tout ça fonctionne de manière globale. Et c'est pour ça que la proposition est très ambitieuse, puisque le Parlement européen travaille évidemment sur une réforme du texte qui gouverne les élections européennes, mais réfléchit aussi à une réforme de son règlement intérieur, réfléchit aussi à une réforme du règlement européen qui aujourd'hui dit ce qu'est un parti politique européen et comment ce parti doit être financé, et aussi réfléchit au plan d'action que la Commission européenne a présenté pour la démocratie. Donc c'est vraiment une réflexion globale qui doit être menée, et je pense que c'est la bonne approche qui appelle à la fois à de la modestie. Ce n'est pas un texte unique qui fera changer les choses, comme on l'a beaucoup cru à l'époque des élections européennes de 1979. Moi, je me suis replongé sur toute la littérature qui a été produite à la fin des années 70, la littérature scientifique, mais aussi ce qu'on trouvait dans la presse, ce qu'on trouvait dans les discours des responsables politiques. Et il y avait un peu deux écoles. Il y a ceux qui pensaient, les optimistes et les fédéralistes, que l'élection directe du Parlement européen allait conduire à une disparition des parlements nationaux très rapidement et qui allait priver complètement les élections nationales de tout leur intérêt. Et il y avait les eurosceptiques, qui ne s'appelaient pas encore comme ça, qui pensaient la même chose, qui avaient peur que les élections européennes ne privent très rapidement les parlements nationaux de tout leur intérêt, de toute leur pertinence, et ne détournent les citoyens des élections nationales. Et ça ne s'est pas passé du tout. Aujourd'hui, l'élection cardinale reste dans la plupart des États l'élection législative nationale. La France est un cas particulier avec ce primat de l'élection présidentielle, mais les élections européennes, bon, qui, on l'a dit, ne sont pas si boudées que ça, n'ont pas réussi à s'imposer comme une élection centrale, parce qu'il y a des oppositions, parce qu'il est beaucoup plus facile de changer des traités ou des textes que de changer les mentalités des citoyens, et parce qu'une vie politique, ça repose sur de multiples éléments et qu'aucune réforme ne parviendra jamais à produire un effet majeur. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir une approche nuancée de toutes ces questions. Il ne faut pas sous-estimer les difficultés, les résistances qu'on a du côté des partis politiques, des responsables politiques nationaux, des médias. En revanche, je pense aussi qu'il ne faut pas surestimer le conservatisme des citoyens. On entend souvent dire, par exemple, pour ce qui concerne la proposition présentée par Christine Verger de liste transnationale, « Ah, mais les citoyens ne vont rien comprendre à ce système de vote où ils ont deux voix ». C'est de la foutaise. Si les Allemands y arrivent, les Français peuvent y arriver aussi. Pour ma part, à 50 ans, je n'ai toujours pas compris comment on compte les points au tennis ou comment fonctionne le championnat de foot en France, mais tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas et qu'on ne me l'a jamais expliqué. Et si on me l'explique, je pense que je le comprendrai. De la même manière, le citoyen qui, lui, comprend le système de notation ou de points au tennis peut aussi comprendre l'histoire des deux voix, ou même la proposition dont Pierre a parlé de la double proportionnalité pour la répartition des voix. Je vois une lueur d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, même les eurosceptiques ont compris que les décisions fondamentales se prennent à Bruxelles et que même les eurosceptiques commencent à voir dans les institutions européennes un échelon d'action pertinent. Aujourd'hui, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, on n'a quasiment plus de partis qui demandent à sortir de l'Union européenne. Ils ont compris que l'Union européenne était là, qu'elle allait rester, et maintenant ils commencent à déployer des stratégies vis-à-vis de l'Union européenne. On a très bien vu lors des dernières élections européennes en 2019, où par exemple l'extrême droite avait un programme très clair sur ce qu'ils attendent de l'Union européenne en termes de gestion des flux migratoires, de lutte contre les GAFAM, de lutte contre la criminalité, etc. Alors je ne me prononce pas sur la pertinence des propositions, je remarque juste que l'Union européenne devient pour ces partis un espace politique d'action qui est pertinent et que donc que ça fait sens, y compris pour les partis eurosceptiques, y compris pour les électeurs eurosceptiques, d'avoir une vie politique à l'échelle européenne et donc il faut aider cette vie à émerger davantage. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. On retiendra qu'il n'y a pas de baguette magique institutionnelle, c'est tout à fait évident, et que ça freine beaucoup. Et c'est vrai que les partis politiques nationaux ont du mal à accepter aussi de devoir dire qu'ils parviennent à faire des choses au niveau européen qu'ils ne parviennent pas à faire au niveau national.
ou même qu'ils n'ont que très peu de pouvoir s'ils appartiennent à des groupes qui sont en fait marginalisés, comme c'était le cas notamment de Matteo Salvini en Italie, à l'époque où on parlait beaucoup de lui. J'aimerais que vous réagissiez les uns aux propos des autres désormais. Nous allons vous faire un tour. Et je vais céder la parole d'abord à Christine Verger pour savoir ce qu'elle pense de la proposition faite par Pierre et réexpliquée par Olivier. Et je voudrais simplement ajouter une chose. Vous parliez de sphère publique, et c'est peut-être par la sphère publique qu'on va arriver véritablement à créer les choses. Mais comment se crée cette sphère publique si ce n'est justement en imposant des sujets que l'actualité va sans doute imposer et qui sont d'intérêt commun, comme le disait Christine Verger en évoquant notamment la question de l'environnement, qui est peut-être une des meilleures façons d'ailleurs d'arriver à avoir un débat public au niveau européen. Et j'aimerais aussi, si toutefois vous en êtes d'accord, que vous considériez la question du Spitzenkandidat, qui est un mot allemand, qui veut dire tête de liste en réalité, qui serait aussi une autre façon d'ajouter de l'importance aux élections européennes, puisque, pour faire très simple, eh bien, le parti qui arrive en tête aux élections aura un candidat, un champion qui deviendra le futur président de la Commission. C'était ça l'idée qui désormais n'est plus en vigueur. Mais peut-être faudrait-il à nouveau la considérer. Christine Verger, je vous cède la parole. Merci. Alors, quelques remarques. D'abord, je pense qu'il y a deux problèmes qui dépassent notre question sur les modalités d'élection des députés européens. Comme je le disais au début, il y a le problème en Europe en général, sans aller au-delà, de la démocratie représentative et d'autre part, le problème des partis politiques. Sur le premier sujet de la démocratie représentative, puisqu'après tout, les élections au Parlement européen, ce sont par définition des élections pour un Parlement qui est censé représenter les citoyens, cette question de la démocratie représentative, elle nous est posée aujourd'hui partout, confrontée à ce qu'on appelle la démocratie directe, aux réseaux sociaux, etc. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'un des enjeux, en tout cas, l'un des points sur lequel il faudrait convaincre autant que possible, même si nous savons que c'est très difficile, c'est que même avec la problématique de la démocratie représentative aujourd'hui, quel est le rôle du Parlement européen ? Et je trouve ces dernières années que le Parlement européen, comparativement à beaucoup d'autres, le cas du Parlement français est très spécifique, par rapport aux autres parlements dans l'Union européenne, dotés de moins de pouvoir et de moins d'influence. Mais si l'on arrivait à démontrer un peu plus et à convaincre un peu plus de la valeur ajoutée du Parlement européen dans les décisions qui sont prises au niveau européen, je pense qu'on aurait fait déjà beaucoup de progrès, à la fois pour justifier le rôle de la démocratie représentative et en même temps justifier l'utilité d'avoir des élections européennes avec une participation forte. Je vous donne un seul exemple, qui n'est pas forcément le meilleur, mais au Parlement européen, on commence à discuter ardemment de la question du futur accord ou de l'accord qui a été signé d'ailleurs entre l'Union européenne et la Chine, vous savez, sur les investissements. Ça fait partie de ces accords sur lesquels le Parlement européen doit donner un avis conforme, c'est-à-dire que si le Parlement européen est contre, il n'y aura pas d'accord. Et voilà un exemple sur lequel il n'est pas exclu, par exemple, que le Parlement européen manifeste une hostilité et un vote contraire pour des raisons liées aux droits de l'homme, aux Ouïghours, etc. Donc, pour donner un exemple de ce type, je pense que médiatiquement, politiquement, si on arrivait à démontrer que le Parlement européen joue un rôle important au sein de l'Union européenne, plus qu'on ne le dit fréquemment, ce serait déjà très utile et pour la démocratie représentative et pour l'intérêt que les citoyens peuvent apporter aux élections. Deuxièmement, et ça rejoint votre question de conclusion ou dans votre transition, la question des partis politiques. De même que la démocratie représentative est plus ou moins populaire aujourd'hui, les partis politiques, en général, et je crois que ce n'est pas seulement le cas de la France, sont de moins en moins populaires, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir ici. Et donc, poser la question des partis politiques européens, qui en effet pourraient et devraient jouer un rôle plus important pour de multiples raisons, c'est poser la question des partis politiques. Parce que si, prenons le cas de la France, nous sommes tous français, les différents partis aujourd'hui suscitent moins d'intérêt, ce qui se traduit d'ailleurs par une abstention considérable, le plus souvent même dans les élections régionales, nationales, etc.,
alors là, on est confronté à un vrai problème. Donc, si on veut relégitimer ou légitimer tout simplement les partis politiques européens, encore faudrait-il partir d'une analyse sur les raisons pour lesquelles les partis politiques en général sont si discrédités. Et donc là, on touche à des racines profondes de notre problématique et à des sujets qui englobent, au-delà de la question des députés européens, beaucoup de questions. Et c'est la raison pour laquelle, sur cette affaire des Spitzenkandidaten, sur laquelle nous allons travailler à l'Institut Jacques Delors, je pense que le sujet va bien au-delà de la question de savoir si c'est la famille politique qui est arrivée en tête, etc., qui doit avoir la présidence de la Commission ou pas. Ça pose la question, en effet, de nouveau des partis politiques européens, mais aussi la question de la double légitimité entre les États, les peuples, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons y travailler. Et enfin, je voudrais marquer mon accord sur la lueur d'espoir optimiste d'Olivier Costa à la fin de son intervention. Je crois en effet qu'au-delà de toute cette mécanique institutionnelle, juridique et autres sur laquelle on pourrait gloser, inventer de nouvelles propositions et autres qui ont toute leur légitimité, la bonne nouvelle, c'est en effet que je crois de plus en plus de gens sont conscients que le niveau européen, sur beaucoup de sujets et de plus en plus de sujets, est le niveau pertinent pour agir dans le monde et en Europe. Alors, on le voit sur les questions de l'environnement, mais pas seulement, sur les questions de politique étrangère, sur les rapports avec les pays tiers. Et je pense que de ce point de vue-là, quelles que soient les réformes qu'on puisse envisager, le cours des choses nous conduit à penser que la dimension européenne non seulement s'inscrit de plus en plus dans les préoccupations nationales et régionales, mais aussi dans les préoccupations internationales. Merci. Merci, très pertinent ce que vous dites sur les partis politiques, qui sont des institutions qui effectivement sont très essoufflées. Je laisserai Pierre réagir sur cette question par la suite. Et puis la question simplement de savoir à quoi sert en fait le Parlement, quelle est sa fonction. J'insiste d'ailleurs sur le fait qu'il y a toujours eu ce débat entre l'intergouvernementalisme qui serait de plus en plus accru, avec un Parlement qui, lui, de son côté, ne serait pas suffisamment fort, alors qu'en réalité, le Parlement a de plus en plus de prérogatives. Et ce qui explique d'ailleurs ce pourquoi peut-être, comme disait Olivier Costa auparavant, même les partis d'ailleurs qui étaient plutôt europhobes commencent à prendre en considération le fait qu'effectivement, comme vous le dites Christine Verger, c'est là-bas que ça se passe. Et c'est peut-être la meilleure façon de toute façon d'intéresser les citoyens qu'effectivement les choses se passent là-bas. Pierre Jonas, sur une réaction sur la question des partis politiques ou autre? Oui, volontiers. Il est vrai, Madame Christine Berger a parfaitement raison qu'il y a un discrédit maintenant sur les partis politiques, mais néanmoins, dans un processus électoral, les partis politiques sont absolument incontournables. Alors, il se crée maintenant ce qu'on appelle des nouveaux mouvements. Je pense par exemple à Volt, qui s'est présenté aux dernières élections. Ils n'ont plus l'étiquette d'un parti politique, mais ils se définissent comme un mouvement. Je pense que c'est très bien, ça sert d'aiguillon un peu pour européaniser le débat lors des élections européennes, mais je pense que ça restera marginal et qu'il n'y aura de changement de paradigme que si on transforme réellement les familles politiques mainstream. Ça, c'est mon opinion. Christine Verger a fait allusion au groupe parlementaire. Alors, la grande différence entre la situation actuelle et la proposition de double proportionnalité, là où à partir du moment où les votes sont en définitive attribués à des partis européens, eh bien, les grands partis nationaux ne peuvent pas faire l'impasse d'une affiliation européenne, comme ce fut le cas en 2019 avec la République en marche en France.
Donc, vous savez, la République en marche n'est toujours pas affiliée à un parti européen. Donc, voter pour la liste de la République en marche aux européennes de 2019 consistait à donner un chèque en blanc à ces députés. On ne savait pas s'ils allaient rejoindre un groupe politique existant ou en créer un nouveau, etc. Et donc, là, il y a une réelle différence. Un mot encore concernant les Spitzenkandidaten. C'est sans aucun doute le meilleur espoir de ce processus des Spitzenkandidaten est le meilleur espoir d'européaniser les élections et de renforcer la démocratie européenne. Cependant, beaucoup affirment que ce processus ne peut pas fonctionner sans les listes transnationales. On a tendance à lier les deux. Personnellement, je pense que si les partis européens gagnent en visibilité, le président d'un parti européen devient une personnalité politique connue qui incarne sa famille politique à l'échelle européenne et serait le candidat naturel à la présidence de la Commission. Et s'il ne peut pas se présenter formellement comme tête de liste, il peut se présenter comme chef de campagne. D'accord. D'accord. Merci Pierre. Olivier, une dernière réaction. Je vous demanderai par la suite de faire un dernier tour. Et un mot sur les Spitzenkandidaten, ce serait intéressant. Alors, les Spitzenkandidaten, c'est un débat qui est très complexe. Il y a beaucoup d'objections à une institutionnalisation de cette façon de faire. On a déjà eu un peu en 2014 avec Jean-Claude Juncker, qui d'une certaine manière a été imposé par le Parlement européen au nom du fait qu'il était la tête de liste du Parti populaire européen qui a gagné les élections. En 2019, on les a aussi eus, mais d'une manière un peu tordue. Je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme en matière d'institutions européennes et surtout pas essayer d'aller obtenir la mise en place d'un système qui serait satisfaisant pour un juriste ou un obsédé de la symétrie. Il faut être pragmatique, il faut aller dans le sens du vent, parce que les réformes sont excessivement difficiles à obtenir. Donc les Spitzenkandidaten, ça dénature un peu la Commission, ça crée des problèmes. Ça ne fonctionnera que s'il y a aussi de la démocratie au sein des partis politiques européens. Mais moi, je pense que c'est une façon d'organiser les élections européennes qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Ça simplifie les enjeux, ça dramatise le scrutin, ça personnalise le scrutin et ça attire peut-être un peu l'attention des médias qui n'aiment pas l'idée qu'on va simplement élire 705 députés que personne ne connaît, mais qu'on a aussi d'une certaine manière, un combat entre les têtes d'affiche qui sont les chefs des grands partis politiques européens. Et je pense surtout qu'on a ce système qu'on essaie de faire fonctionner maintenant depuis 2 élections, mais d'une manière totalement informelle, puisqu'on se base sur la bonne volonté des uns et des autres. On ne peut pas faire fonctionner un système politique sur des accords de coulisses entre des responsables politiques. Il faut à un moment donné un texte. Donc je pense qu'il faut institutionnaliser ce système, qu'il a plus de vertus que de vices. Mais je crois aussi que ça serait mieux que ça soit un élément d'une réforme plus globale, qu'on ait les candidats de tête, mais aussi des listes transnationales ou le système de double proportionnalité qui a été présenté par Pierre Jouvenat, et aussi des partis politiques européens plus forts, parce que tout ce système n'aura aucun sens si les partis politiques européens ne sont pas plus présents et plus forts. Juste un mot ensuite pour élargir le débat encore d'un cran supplémentaire. Je pense qu'il faut réfléchir à ces questions en raisonnant au niveau du système politique dans son ensemble et au-delà. On a la conférence sur l'avenir de l'Union européenne qui vient... C'était la question que je voulais poser précisément. Voilà. Elle vient de... Alors, on va commencer par vous, Olivier, parce que justement, merci. Oui. 2 choses. Simplement sur Spitzenkandidat, Juncker a toujours prétendu justement qu'il était un président plus légitime d'une certaine façon parce qu'il était un Spitzenkandidat et qu'il avait été choisi. C'est intéressant quand même de remarquer ça. Donc, je vais revenir vers vous et on va faire un dernier tour. Je vous propose d'être un peu plus bref peut-être, justement en se focalisant sur ce que nous invite de faire Olivier à l'instant, la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est peut-être l'occasion d'essayer d'être ambitieux
pour ce qui regarde les réformes institutionnelles à venir. Si j'ai bien compris, c'était précisément ce que vous alliez expliquer, Olivier. Je reviens vers vous. Oui, simplement. Donc, je pense qu'il faut en sortir maintenant des petites réformes de détail qu'on peut organiser, mais ça n'est pas satisfaisant. Et je pense que la conférence sur l'avenir de l'Union, justement, on lui a donné carte blanche pour réfléchir à toutes sortes de choses. Réfléchir aux objectifs de l'intégration européenne, aux modalités de l'intégration européenne, aux institutions, aux politiques. Je crois que l'erreur qu'il ne faut plus commettre, c'est d'essayer de réformer les institutions de l'Union européenne juste pour la beauté de la réforme constitutionnelle. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le traité constitutionnel européen qui était issu de la Convention sur l'avenir de l'Union en 2003 et qui a été rejeté par les citoyens français puis les citoyens des Pays-Bas par référendum et qui a conduit à la séquence très pénible et au sauvetage d'une partie de ce traité dans le traité de Lisbonne. Pourquoi est-ce que ça a raté ? Tout simplement parce que les citoyens ne voyaient pas quel était l'intérêt d'avoir une réforme institutionnelle détachée de tout contexte. Et parce qu'on était dans une espèce de situation intenable, parce que le seul moyen d'expliquer pourquoi il fallait une réforme institutionnelle, c'était d'une certaine manière d'avouer que les institutions qui existaient n'étaient pas bonnes. Et c'était du pain béni pour les eurosceptiques. On a réussi des réformes institutionnelles importantes dans l'histoire de l'intégration européenne, avec l'acte unique européen au milieu des années 80, avec le traité de Maastricht au début des années 90, parce qu'on a lié les politiques, on a lié les contenus de l'action de l'Union à des réformes institutionnelles. Et je pense que ce que doit faire la conférence, c'est réfléchir aux nouvelles priorités d'action pour l'Union européenne, davantage pour la recherche, pour le social, pour la santé, que sais-je, et de dire que la condition pour que l'Union européenne puisse s'occuper davantage de social, puisse avoir un budget plus ambitieux, puisse devenir un État-providence ou que sais-je, c'est d'avoir des institutions plus légitimes, parce que les deux vont ensemble. Et dire qu'il faut simplement réformer les institutions pour les réformer, ça ne marchera pas, et on va à nouveau se heurter à l'opposition d'un certain nombre de citoyens dans certains États membres. Merci pour ce point de vue. Je partage ce point de vue, donc je suis d'autant plus content de l'entendre. Je pense qu'il ne faut pas faire une réforme institutionnelle pour une réforme institutionnelle, mais que si on veut réformer l'Europe sans faire une réforme institutionnelle, ce sera très difficile. Et c'est un sujet sur lequel je crois beaucoup sont d'accord. Pierre, une réaction et je terminerai avec Christine Verger. Oui, je pense qu'il n'y a absolument aucun espoir d'introduire soit les listes transnationales, soit la double proportionnalité dans le contexte d'une seule réforme de la loi électorale. Je pense que ça ne passera pas. Christine Verger a bien exposé les difficultés politiques qui se présentent. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'une réforme institutionnelle liée effectivement aux politiques. Je suis parfaitement d'accord avec Olivier sur ce point, mais une réforme d'envergure, une réforme beaucoup plus large. Et là, ça peut être, la loi électorale peut être amendée favorablement dans un tel contexte seulement. Donc, messieurs, vous êtes tous les deux très ambitieux et enthousiastes. Vous attendez beaucoup de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. J'aimerais tellement vous croire. Christine Verger, est-ce que vous partagez cet espoir sur cet outil qu'est la conférence, dont on ne sait pas encore d'ailleurs vraiment quel est le contour, qu'est la conférence sur l'avenir de l'Europe? Bon, je crois que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Les premiers pas de la conférence ne sont pas très encourageants dans la mesure où ce qu'on appelle la gouvernance de cette conférence a été très longue à mettre en place. Nous avons une structuration complexe avec les 3 institutions européennes qui sont co-responsables du bon fonctionnement de cette conférence. Ce qui va être intéressant à très court terme, c'est de voir quels sont les premiers résultats que l'on peut voir avec la plateforme numérique digitale multilingue qui vient d'être mise en place, notamment par la Commission européenne. C'est le premier étage de la fusée. Donc, je pense que dans les semaines qui viennent, on va pouvoir peut-être commencer à voir un peu ce que les citoyens, je dis entre guillemets les citoyens, parce que malheureusement, quand j'interroge mes voisins ou autres à Paris ou en Normandie, je peux vous dire, et c'est sans doute vrai pour vous aussi, que personne n'a jamais entendu parler de cette conférence. Mais en tout cas, ceux et celles qui néanmoins, et il y en a, participent et expriment des opinions sur cette plateforme,
Nous ferons le bilan d'ici 15 jours, 3 semaines, lors d'une des premières réunions plénières de cette conférence, pour voir quels sont les thèmes, quels sont les sujets de préoccupation, en tout cas exprimés par ceux qui se présentent sur cette plateforme. Est-ce que d'aucuns parleront des institutions ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que, comme nous venons de le dire, ce que je partage, on va parler surtout des objectifs, des politiques, de la recherche, de la santé, de la politique étrangère? Est-ce que par ailleurs d'aucuns vont dire pour que ces objectifs soient remplis, il faut des institutions plus performantes, etc. On verra. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je pense que c'est mal parti, mais qu'après tout, lors des différentes sessions plénières, et le Parlement européen, comme vous le savez, y tient énormément, nous verrons d'ici l'automne s'il y a des motifs d'espoir, sachant que cette conférence aussi, je le pense, je n'ai pas d'informations particulières à cet égard, mais j'ai quelques intuitions, va s'étaler dans le temps, assez longtemps. Il va y avoir une première étape de pré-conclusion, je crois, pendant la présidence française de l'Union européenne au premier semestre de l'année prochaine, puisque le président de la République française, qui est à l'origine de cette idée, souhaite que pendant la présidence française, il y ait déjà quelques éléments de conclusion ou de rapport qui puissent être présentés. Mais je pense qu'au-delà de cette période, la réflexion va se poursuivre, peut-être même jusqu'aux prochaines élections européennes. Et donc, c'est ça qu'il faut suivre, c'est ça qu'il faut voir, c'est là-dessus qu'il faudra exprimer une opinion. Et là encore, pour en revenir au Parlement européen, je crois que c'est vraiment le Parlement européen qui sera le moteur, l'aiguillon de cette conférence. Donc, c'est là-dessus que nos efforts, en tout cas les efforts de ceux qui croient au progrès, devront porter. Et enfin, dernière chose qu'on n'a pas mentionnée, moi j'ai toujours eu cette idée qui peut paraître très simple, qui certes est sectorielle, mais qui ne relève pas d'une grande réforme générale, mais que pour que la Commission européenne, au-delà de la question des Spitzenkandidaten, soit encore plus légitime qu'elle ne l'est aujourd'hui, je crois que l'idée selon laquelle tout candidat au poste de commissaire devrait être élu au Parlement européen est, à mon avis, une idée intéressante. C'est le cas d'un certain nombre de commissaires qui ont été soit députés européens, soit candidats, mais je pense que l'idée selon laquelle il faudrait systématiser le fait que les candidats commissaires soient issus du Parlement européen serait, à mon avis, une façon aussi de légitimer l'exercice de leurs fonctions. Merci beaucoup. Vous élargissez en fait à la question de la démocratie européenne au sens large. Je suis ravi d'apprendre, et j'espère que vous aurez raison, de voir que cet outil qu'est la conférence pourrait vivre bien au-delà de ce qui a été prévu et que ça devienne en fait un outil permanent de consultation ou de participation citoyenne et rajoute un élément essentiel à la démocratie représentative européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci à tous, c'était très intéressant. J'ajoute simplement que j'apprends qu'une étude sur les Spitzenkandidaten sera faite par l'Institut Delors. Quant à l'étude que vous allez très bientôt publier sur la double proportionnalité, eh bien je me ferai fort de participer à la diffusion de ces différents liens qui seront ajoutés dans les différents médias où sera diffusée cette vidéo. Merci à tous. Merci. Merci.